Bienvenue au Polysécure, épisode qui traite de l'actualité. Je suis avec Vincent. Salut! Salut! Ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu parce que voyage. Commençons avec les CHMS Plug. COVID-19, on a Omicron qui nous guette. Fait que soyez sages, suivez les mesures, assurez-vous de ne pas transmettre le méchant virus pour justement que en janvier, on n'ait pas besoin de reconfiner comme des salles. Ça serait un peu plate, surtout au retour des fêtes. 4 au 8 avril, Québec numérique revient avec la semaine numérique. Et du 4, 5, 6 avril, le Sécure revient. Cette année, nous sommes à 3 jours. Nous réservons plein de surprises. Commençons avec les nouvelles. Nouvelle automobile. On va commencer la première phase avec Tesla qui a créé une mauvaise surprise pour ses utilisateurs. Ben oui, 19 novembre dernier, vous savez, Tesla, pour pénétrer dans votre véhicule, vous avez deux modes. Vous avez la petite puce de proximité qui coûte très cher et qui est en option, ou vous avez la version sexy sur vos téléphones intelligents avec une installation personnalisée pour votre véhicule qui vous permet à l'approche justement de pouvoir démarrer et rentrer dans votre véhicule. Eh bien, le 19 novembre dernier, il y a eu une panne. Donc, les détenteurs de Tesla, surtout Model 3, pas mal à travers le globe, se sont retrouvés en mode locked out, comme on appelle, donc incapables de pénétrer dans leur véhicule d'aucune manière possible que ce soit, puisqu'ils avaient choisi la version avec l'application mobile. Semblerait que pour agrémenter l'expérience des nouveaux acheteurs, il y a des nouvelles fonctionnalités, donc une mise à jour qui a été faite sur les applications, notamment iOS qui a été touché, sur les détenteurs d'iOS en fait, et pour rehausser les features pour les détenteurs de Tesla et rehausser les features pour les vendeurs de Tesla pour justement l'agrément d'expérience utilisateur. Au bout de 500 tweets, justement, qui sont sur le radar des employés de Tesla, c'est là qu'ils ont décidé d'agir de façon plus dynamique, disons-le comme ça. Elon Musk a pris directement la parole pour dire qu'il s'impliquait directement pour trouver la cause et puis trouver la solution pour que les détenteurs de Tesla puissent jouir de leurs biens. Alors, petit élément ce qu'il me dit ici, c'est que si c'est arrivé je ne sais pas si c'est arrivé à tous les utilisateurs à travers le globe de Tesla Model 3, mais moi, ça me dit qu'une certaine panne de serveur, donc un single point of failure, a causé, je dirais pas des dommages, mais des désagréments. Je pense à monsieur qui doit chauffer très vite pour aller porter sa femme qui est en train d'accoucher, pas de char, ou madame qui est dans une situation d'urgence doit se rendre sur les lieux ou dans un hôpital avec une personne mal en point ou blessée, pas de char. Ça aurait pu causer des désagréments et puis avoir des petites répercussions de réputation là, plus graves. Mais ce que je lis présentement dans les différentes nouvelles, parce que ça fait déjà deux semaines et demie de ça, on semble parler d'un petit désagrément, puis le poussin est mort dans l'œuf. Ben, c'est assez troublant qu'un système dans lequel les gens dépendent, dans le fond, que l'usage de mon véhicule soit dépendant d'un serveur qui ne permet d'accéder à celui-ci, me trouble énormément, surtout que clairement, ils n'ont pas mis les mesures minimales pour s'assurer qu'il y a une redondance, qu'il y a une relève et qu'on puisse continuer à utiliser et dire, OK, mon auto n'est peut-être pas pour moi un bien essentiel, mais quand même assez important. Si j'ai besoin d'aller travailler le matin, Dieu me garde, j'ai plus besoin de travailler au bureau, je travaille chez nous, mais dans un contexte où encore on devait aller travailler au bureau, que mon auto soit en panne pendant 6 heures, c'est un peu embarrassant que je ne puisse pas me déplacer. Et dans un cas d'urgence, mais là, tu parlais de femmes enceintes, de choses comme ça, oui, ce qui est urgent, les pompiers volontaires, on a plein de gens qui ont besoin d'un véhicule pour se déplacer de façon urgente pour des raisons de vie ou de mort. Donc, ces gens-là qui, j'espère dans ce cas-ci, de ta part, comme tu dis, n'avaient pas... j'imagine que les pompiers n'ont pas de Tesla finalement. C'est ça seulement que ça veut dire. Mais que les gens qui ont des rôles importants dans la société qui veillent à ce que les vies humaines soient sauvegardées et protégées,
Là, on est dans une situation beaucoup plus problématique si on est dépendant d'un serveur mal sécurisé. Puis là, ça, on va supposer que c'est une panne normale. Il y a quelqu'un qui veut s'attaquer à tous les serveurs, puis il pète les serveurs de Tesla. On est foutu, là. Tous les propriétaires de Tesla ne peuvent plus rentrer dans leur auto. Là. C'est vraiment bad. Là. Ou à l'inverse, pirater les serveurs Tesla pour justement favoriser le vol de voitures Tesla. Donc, par un groupe qui identifie des voitures, pirate les serveurs, pointe la voiture parce qu'il y a des systèmes de géolocalisation, pointe la voiture et puis la débarre à distance, la démarre, se sauve avec et puis d'une façon ou d'une autre réinitialise le système. Ouais, ben là, tu es en train de me voler ma nouvelle suivante, là. tu piggybacks sur ma nouvelle suivante, qui est essentiellement, là, on va embarquer dedans, mais dans le fond, on va mélanger, on va faire un remix, on va mettre les deux ensemble. C'est la police de York, en Ontario, qui a parlé publiquement du fait que les voleurs d'automobiles utilisent le AirTag de Apple sur l'auto pour localiser l'auto jusqu'à sa résidence. Et comme la plupart des propriétaires laissent leur auto dans leur entrée, permettent aux voleurs d'arriver avec un tournevis, ouvre l'auto et se branchent dans les systèmes de contrôle et font juste un reset de l'ordinateur automobile et dès lors, n'importe quelle clé est valide. Donc, ils s'enfuient avec les véhicules, ils volent des véhicules de luxe comme ça. Donc, c'est quelque peu troublant aussi cette chose-là, mais ça revient un peu dans l'ensemble de choses de géolocalisation. Hey, écoute, juste, tu me dis qu'en resetant l'ordinateur de bord, le système peut ensuite de ça accepter n'importe quel code de clé. Moi, je pense que ce bout-là, c'est un autre single point. Il y a des questions à se poser sur le fait que moi, je peux rentrer dans mon char puis je peux resetter le char pour qu'il prenne n'importe quelle clé est déjà très troublant. Là. Ben, tu vois, moi, je pense que le gros du problème, il est là dans ta nouvelle. Mais effectivement, l'utilisation du AirTag d'Apple, fantastique. Écoutez, c'est pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, tout est existant. Là, on parle du AirTag, là, mais il y en a d'autres, Tile aussi, des choses comme ça. C'est juste parce que celle-là est plus flagrant et plus connu présentement. Mais cela étant dit, comme tu le dis, le problème le plus important, c'est qu'on est capable de resetter l'ordinateur de bord avec aussi facilement que ça. Et donc, en le resettant, n'importe quelle clé devient valide. Fait que c'est comme n'importe quoi. C'est comme si ma porte devant chez nous, quelqu'un arrivait, donnait 3 coups sur ma porte, puis pouf, la serrure fonctionne avec n'importe quelle clé. Non, ça marche pas. Là. C'est vraiment un mauvais plan. Là. Ceux qui ont réfléchi à ça, il y a comme une faille dans le système. Là. Je me demande si les gens, il y a une couple de personnes propriétaires de Tesla qui se sont essayés au département des plaintes puis qui se sont peut-être fait offrir justement gratuitement la puce de proximité pour justement agrémenter ou déchoquer justement le détenteur d'une Tesla. Je ne sais pas si ça s'est rendu jusque-là. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est dans les différents événements avant que Elon Musk et son équipe prennent la parole directement. C'est des sites comme Down Detector. En fait, c'est un site en particulier qui a récupéré l'ensemble des tweets et qui a fait l'annonce. Puis il y avait le rapport Down Detector qui est rentré pas longtemps après. Puis ensuite de ça, après coup, Elon Musk a décidé justement d'apparaître au public puis dire qu'il y avait une prise en charge, etc. Ben, ça montre qu'on a des petits systèmes à gauche et à droite qui font une forme de vigie. Puis probablement que c'est leur pain et leur beurre, ce type de vigie-là aussi. Là. Ben, heureusement, de toute façon, ça, Tesla étant une compagnie beaucoup plus moderne, c'est sûr qu'ils surveillent ce genre de choses-là. Mais il demeure que quand que le CEO doit intervenir, c'est qu'il y a quand même il y a un échec dans l'entreprise. Pour moi, il y a eu une vigilance interne qui n'était pas là, qui aurait dû être là justement pour s'assurer que ce genre de problème-là puisse relever rapidement. On revient sur la base. On a besoin d'accéder à notre véhicule. On veut accéder à notre véhicule. Donc, si on n'a pas de moyen de relève d'une autre façon que le téléphone cellulaire puis ça ne marche plus, il y a un problème fondamental au système lui-même. Là. Et pourquoi on n'a pas la clé ou comme les autos plus vieilles, qu'on a juste notre trousseau puis qu'on est capable de déverrouiller notre auto, là, c'est un minimum. Il ne faut pas que le gadget remplace le fonctionnement de base du véhicule. Ouais, effectivement. Est-ce que Tesla va arriver avec des nouvelles fonctionnalités? Il y a des gens qui ont proposé qu'une clé unique réside sur le téléphone du détenteur et puis peut-être avec la puce NFC
trouver une méthode justement pour rendre l'utilisateur unique à la voiture pour le débat. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça va être à suivre. J'aime pas l'idée que mon auto se déverrouille à partir d'un serveur à l'étranger. Déjà, cette idée-là m'agace énormément quand moi qui possède la clé dans ma poche, je dois dépendre d'un serveur qui je ne sais pas trop où puis qui est administré par des gens je ne sais pas qui. Je trouve l'idée un peu étrange puis justement probablement beaucoup plus vulnérable à ce que mon auto se fasse voler que en tout cas. Clairement, là, c'est mon autre nouvelle, c'est que on peut resetter n'importe quelle auto juste en rentrant sur l'OBD, puis pouf, on sac ça à terre. Fait que même ça aussi, c'est très troublant qu'on est à quel point, finalement, on est dans un système qui est construit sur des sables mouvants. Là. Ben, c'est ce qu'on appelle le fail by design là, dans ce scénario-là. Là. C'est drôle. L'automobile veut tellement s'intégrer dans le nouveau dans le nouveau style de vie de téléphone intelligent, ordinateur de bord, connecté, etc. Mais il reste tout le temps, on a parlé là, une couple d'années du système d'infodivertissement qui étrangement communique avec les systèmes de motricité du véhicule. Quand on s'est fait dire que non, il y avait 2 sandbox, c'était pas vrai. Est-ce que c'est corrigé? On le sait pas. Là, on arrive avec ton autre idée de reset de l'ordinateur de bord. Reset de l'ordinateur de bord, c'est pas compliqué, là. Ça va juste prendre le code pour la radio, pour la réactiver. Puis 2, en plus de ça, ça prend tout simplement une clé, puis on va dire à l'ordinateur de bord, voici ta nouvelle clé, puis l'ordinateur, il dit oui. Oui, mais c'est ça, c'est parce que ça, c'est ce que les gens en dehors des TI ne comprennent pas, c'est que les contrôles d'accès, ce qui nous fait qu'on a accès aux informations, c'est une illusion que le système nous donne. C'est-à-dire qu'on code dans le système, OK, ben tu reconnais que telle clé. Ben là, si tu dis non, ben on reconnaît l'autre, ben automatiquement, mais quiconque est capable de changer ça, ben là, on est dans le chemou. Là, et voilà. Littéralement. Là. Et voilà. Alors, à suivre pour l'industrie automobile. Oui, ben je pense qu'il y a d'énormes réflexions à avoir parce que vraiment, ils ne sont pas encore rendus là en termes de cybersécurité, mettons. Non. Puis vous irez voir ça pour l'article sur York, ce qui est dans les show notes. On voit le vidéo, puis là, il utilise d'autres techniques. Il n'utilise pas juste la technique du reset du board. Il utilise aussi le relais sur les clés. C'est-à-dire que c'est l'autre technique, c'est-à-dire que notre trousseau de clés émet une certaine fréquence, mais pas très loin. Fait qu'ils sont capables d'aller chercher et répéter cette fréquence-là à l'auto, puis justement, ils démarrent l'auto. Fait que c'est très intéressant. C'est de l'application réelle des vulnérabilités qu'on parlait déjà plusieurs années, fait que sont vraiment en application. J'ai une collègue qui s'est fait voler l'intérieur de son véhicule par cette technique-là. Ah ouais. Oui, la technique du relais. Puis pourtant, la technique du relais, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Ça fait 6-7 ans, là. Oui, c'est vieux. Fait que là, les malfrats commencent à l'utiliser. Fait que ça, la façon de se protéger, c'est que vos clés, mettez-les pas proches de la porte d'entrée ou de votre véhicule, justement, pour vous protéger contre ce genre de choses-là, parce que la portée des ondes n'est pas très grande. Fait que si vous mettez ça complètement au bout de la maison, vous déjà vous protégez contre ce genre de situation-là. Parce qu'ils présument que la plupart des gens mettre leurs clés proche de la porte d'entrée, proche de leur véhicule, proche de leurs choses. Donc, s'expose à ce genre de choses. Ouais. Bref. Nouvelle suivante. Ubiquiti. Ubiquiti a été, en 2000, il semblerait une brèche. Pas semblerait, il a été annoncé comme il y avait une brèche, comme quoi beaucoup d'informations ont fuité, puis blablabla. Ça crée beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de tracas pour les gens qui étaient clients de cette compagnie-là, qui vendent finalement des routeurs sans fil et des équipements réseau qu'on pourrait qualifier d'intelligents et facilitants pour le commun des mortels. Fait qu'il y a des GUI très intéressants puis une approche très intéressante. Donc, à ce moment-là, ça crée une espèce de froid sur ce genre de situation-là. Donc, les infos sont réfutées. Ce qu'on apprend maintenant, c'est que finalement, ce n'est pas une fuite proprement dite, c'est vraiment un employé interne fâché qui a décidé de s'en aller avec l'information de ça. Fait que là, il y a une enquête du FBI qui est en cours, le gars s'est fait arrêter, ainsi de suite. Donc, tout ça échange d'un contexte où c'était supposément une fuite à un vol interne. Au Québec, ça nous rappelle été 2019 où on a vécu ce genre de situation-là, où on n'a pas vécu un événement de sécurité, mais un événement d'un employé malveillant qui est parti avec l'information. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre les deux parce que c'est pas exactement la même chose. C'est une question de loyauté, une question
d'un employé qui use de ses privilèges légitimes pour faire son travail, pour faire quelque chose qui n'est pas légitime à ce moment-là, de fuiter l'information ailleurs. Donc, de briser un peu la loyauté qu'il a face à son employeur. Donc, c'est un peu louche. Lui, il voulait même extorquer de l'argent. Il a envoyé des courriels, il y avait un paquet de choses. Fait que ce dude-là, chez Ubiquiti, il a vraiment étiré l'élastique. Ils l'ont pincé. Puis les logs l'ont permis de le retracer puis de remonter jusqu'à lui. Donc, ça, c'est une bonne chose. En même temps, c'est un rappel que fuiter, deux choses. Les employés, c'est que généralement, si vous futez de l'information, vous vous exposez à des problèmes, puis probablement à des problèmes judiciaires, ce qui est un méchant turn-off. Puis ensuite, les compagnies ont quand même des leviers, ils journalisent énormément d'informations. Fait que sachez que ce que vous faites est généralement surveillé. Donc, rien passe en dessous du radar. Donc, c'est très important. Puis, journalisez. Pour les entreprises qui ne le font pas, journalisez autant que vous pouvez. Vous savez, il y a faut prendre deux approches. Hein? Le voleur qui est à l'externe, qui veut pénétrer vos systèmes et puiser vos données, puis l'employé à l'interne qui est mécontent et qui va commettre le méfait. C'est quand même deux approches, mais les mécanismes à mettre en place ont le même objectif. Ont le même objectif, c'est de maintenir vos données à l'intérieur, justement, de l'infrastructure et puis détecter, justement, les différentes actions. Puis la journalisation, dans ces cas-là, moi, j'ai deux approches. Vous avez vos données que j'appelle vos données de tous les jours. Donc, les données qui transitent, qui ont une certaine valeur. Un vol, une perte, une destruction va vous faire mal un petit peu, mais vous font pas passer dans le journal. Puis vous avez vos données stratégiques d'entreprise. Par pitié, il faut les identifier, ces données-là. Puis il faut appliquer des mesures beaucoup plus sévères, puis beaucoup plus strictes, puis robustes autour de ces données-là. Puis faites fi de l'employé à l'interne que du voleur, justement, le pirate à l'externe. Ce que Nicolas parle de journal, c'est tough, mettre en place, justement, des journaux. En fait, c'est pas vrai. Je reprends. C'est super facile, mettre des journaux en place. Mais de soulever la petite ligne de journal qui vous dit « Hey, ça là, ça sort du cadre normal des opérations », être capable de soulever ça, c'est là que ça devient extrêmement tough. Toutes les entités sont confrontées à des irritants, à des petits chicanes, des mauvaises interprétations quand vient le temps de créer le fameux événement qu'on veut qu'il déclenche une notification, une alerte lorsqu'il survient. Puis, on entend souvent dire, oui, mais il faut faire attention aux faux positifs. Non. Du moment que ça sort du cadre, ça touche vos données stratégiques, laissez faire les faux positifs. Vous prenez toutes parce que ça vaut vraiment la peine de regarder ça. Mais au-delà des alertes, parce que ça, tu parles plus au niveau de l'alertage. De toute façon, en termes de forensic, c'est-à-dire d'enquête, une fois que l'événement est connu, et ainsi de suite, si tu n'as pas rien à garder, tu n'as pas tout, tu vas manquer des choses puis tu ne seras pas capable d'aller plus loin. Ce que là, dans ce cas-ci, c'est qu'effectivement, il y avait une journalisation large qui ne les ont pas alertés, mais qui, une fois que la nouvelle est devenue publique, leur ont permis de chercher à l'intérieur. Puis ça, c'est une nuance très différente entre en alerte en temps réel et versus on a un événement et on veut chercher ce qui s'est passé après, par exemple. En fait, moi j'adopterais les deux approches. Tout dépend de votre budget aussi que vous voulez mettre là-dessus. Sachez qu'il y a des fournisseurs, là, des constructeurs logiciels, des constructeurs d'API, des constructeurs de boîtes, des fournisseurs qui font ça de leurs infrastructures chez vous. Tout ça a un coût, mais ça, dépendamment de ce que vous mettez comme valeur justement à vos données, ça vaut la peine d'investiguer. Puis les produits existent. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul à l'interne. Vous pouvez vous faire accompagner aussi pour développer une belle stratégie, une stratégie qui couvre vos risques d'affaires. Oui. Puis être capable aussi de vous éduquer à bien comprendre puis à bien interpréter qu'est-ce qu'on entend par un journal. Une détection qui est proactive qu'une détection qui est passive. Dans les deux cas, les journaux, on les veut toutes les lignes. Pourquoi? Parce que qu'on l'attrape, qu'on le pince, qu'on l'envoie en prison, yes, on l'a détecté. Ça serait peut-être le fun ensuite de ça,
de se décoller le nez de l'arbre, de regarder l'ensemble des lignes de journal, de réanalyser l'ensemble de l'œuvre, de voir comment on peut raffiner aussi la configuration de nos différents événements qu'on veut peut-être, pour lesquels on veut avoir une journalisation peut-être plus passive parce qu'on se rend compte que c'est plus énergivore et coûteux quand c'est actif, puis c'est plus ou moins exploité ou utilisé. Tu sais, ça vous permet justement de bien comprendre. Puis les journaux, c'est tellement un bel outil de gestion de risque aussi, là, quand c'est bien exploité. Oui, puis de toute façon, il y a de l'intelligence artificielle qui nous aide à passer là-dessus. Puis tu mentionnais un volet très important, c'est le retour d'expérience. C'est-à-dire que sur la suite d'un incident, c'est très important justement de prendre les mesures puis d'analyser les faiblesses qu'on a connues. Si on parle du cas de Ubiquiti, ben là, il manquait un DLP qui leur permettait de justement détecter une fuite massive d'informations. Donc, dans leur cas, ben là, ils vont être capables de prendre les mesures nécessaires pour améliorer. Donc, de continuer à améliorer. Puis c'est ça aussi, les assistants nous aident à progresser. Malheureusement, parce qu'il faut avoir mal pour progresser. Donc, ces incidents-là sont toujours des leviers importants pour les organisations pour d'avancer plus loin et d'améliorer leur posture de sécurité. Puis dans ce cas, ben, c'est plate pour Ubiquiti, mais ils ont été trahis par un employé. Puis d'ailleurs, puis t'as continué un peu sur ça, ben, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des stats qui sortaient généralement qu'autour de 75% des fuites étaient généralement des fuites internes. Fait que c'est un rappel un peu plate, puis là, je vais reprendre un peu l'image que j'avais vue quand la fuite chez Desjardins, c'est que Cormier, quand il avait fait son annonce publique, là, on voyait clairement que lui se sentait trahi de ce geste qui avait été posé contre sa compagnie. Donc, c'est vraiment comme ça que les dirigeants de ces entreprises-là se sentent. C'est une trahison d'un employé face à la présomption qu'il y a une certaine forme de loyauté qui est en place. Donc, c'est vraiment cet élément-là. Mais il faut se rendre compte que maintenant, les choses ont changé, que les employés n'ont pas ce degré de loyauté de toute apparence. Dans le cas de Desjardins, lui, parce qu'en plus, l'individu s'est fait rouler. Mais si on met ça en équation avec le fait la grande démission qu'il y a aux États-Unis, entre autres, où les gens quittent massivement leur emploi parce qu'ils sont insatisfaits, parce qu'ils sentent qu'ils sont maltraités, qu'ils ne sont pas bien compris. Tu le mentionnais justement que dans ces conditions-là, les gens vont avoir tendance à poser des gestes malheureusement tristes qui vont les mettre dans le pétrin plus tard, mais justement de saboter leur entreprise, de comme vouloir créer une espèce de message de ressentiment par rapport à leur situation. Ça, on ne peut pas, on vous déconseille énormément parce que je mets des traces, puis ça va vous suivre toute votre vie. Fait que si vous êtes jeune et vous faites ça, ben, vous aurez peut-être des problèmes plus tard dans votre vie. Donc, justement, juste quittez pas avec des informations, quittez proprement. Brisez rien en quittant parce que ça ne sert absolument à rien, ça mènera absolument à rien, puis ça va vous suivre de toute votre vie. Ah, puis pour clore là-dessus, le bout ressources humaines, c'est rendu très fréquent maintenant quand vous passez une entrevue pour une nouvelle entité, de se faire poser la question: avez-vous quitté librement ou vous êtes fait congédier? Puis c'est pas péjoratif de se faire poser la question. Puis deuxième question, c'est êtes-vous parti? Êtes-vous resté en bon terme? Il la pose la question. Puis s'il la pose la question, ben vous avez la probabilité de 100%. Hein? C'est pas du 50, du 60, là. On ne spéculera pas. La probabilité de 100% que cette entité-là communique avec l'autre entité justement pour se rassurer sur les réponses que vous avez fournies. Puis c'est pas rare, là. Fait que, de toute façon, ils vous feront signer un papier pour valider ces informations-là. Fait que effectivement, soyez prudents. C'est pas une attitude à avoir de vouloir tenir en otage son employeur. C'est vraiment très négatif, même si vous pouvez avoir du ressentiment. Faites du sport. Excitez-vous dans un autre contexte pour sortir le méchant, mais c'est pas une approche qui est maintenant qui est appropriée, disons. Et basculons vers une nouvelle peut-être un peu plus légère. C'est Lush a décidé de se retirer un peu des médias sociaux pour question de santé mentale de sa clientèle. Ben oui. Petite nouvelle, effectivement, très, très légère, là, une coupe de ligne. Lush, vous connaissez les petits cosmétiques, les petites boules de savon qui explosent dans le bain, les beaux petits éléments couleur pastel, les belles odeurs, etc.
quitte les réseaux sociaux. En fait, je trouve que c'est un beau produit, effectivement, qui exploite bien les réseaux sociaux. Je parle pas juste de Lush, là, je parle du type de produit pour justement faire la promotion et puis atteindre une grande clientèle. Ben, ça faisait quelques années que Lush pensait justement à stopper l'exploitation des réseaux sociaux pour la promotion de leurs produits. Ce qui a donné le coup de barre, qui a décidé à Lush de prendre la décision et d'emboîter le pas. C'est lorsque la France Hojin, l'ingénieur informatique qui a quitté Facebook, a été un petit peu lanceuse d'alerte en spéculant que, je ne le sais pas, là, je ne suis pas sa conférence ni son procès, etc., mais qui a spéculé en disant que les autorités hiérarchiques chez Facebook avaient aucune considération de sécurité sur les informations qu'elle détenait de ses produits, hein, ses clients, nous, les utilisateurs. Alors, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'emboîter le pas et puis pour la santé mentale de leurs clients, de fermer leur page Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat dans 48 pays. Ce que je parle, c'est une nouvelle qui date du 23 novembre. Alors voilà. Est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui vont emboîter le pas? Je ne le sais pas. Mais la compagnie repense peut-être ses plateformes justement promotionnelles, son mode de marketing ou de distribution, je ne le sais pas, mais je sais que c'est une marque que je connais bien et qui, en plus d'avoir pignon sur rue, on peut faire de la commande en ligne. C'est une compagnie qui est établie dans... Très bien établie, oui. C'est une belle franchise. Je ne sais pas si c'est une franchise, appelons-le comme ça, mais il y a des succursales là, un petit peu partout. Alors écoutez, il n'y a pas plus que ça au niveau de la norme, mais je trouvais ça intéressant qu'une telle compagnie, justement, décide librement de son propre chef quitter les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ont eu des commentaires au niveau de leur clientèle qui divulgueront pas, qui semblaient peut-être troublants? Peut-être, je ne le sais pas. Est-ce que c'est la façon dont les autorités chez Facebook traitent les données qui les ont justement choqués? Peut-être que pour eux autres, ils avaient peut-être une vision plus licorne, justement, de la sécurité de l'information puis du bon puis de la bonne consommation de ces informations-là par Facebook, je ne sais pas. C'est-à-dire, quand on n'est pas dans le milieu, c'est difficile de savoir ce que Facebook fait ou Instagram fait, tout cette conglomérat-là fait. Les révélations des derniers mois sont assez troublants. Le fait que les problèmes avec les jeunes filles, avec Instagram, avec tout ce que Facebook fait pour manipuler, et ainsi de suite. Peut-être qu'il y a plusieurs compagnies qui se sont réveillées. Le problème avec ça, c'est que c'est rendu des plateformes Facebook, de toute la famille Facebook, finalement. Twitter, puis si on va dans le TikTok, dans les autres compagnies. Fait que ces plateformes-là sont rendues des éléments de diffusion pour les compagnies, justement pour leur message marketing. Donc, c'est un peu difficile pour eux autres de faire le choix. Je trouve ça très courageux de vouloir justement sortir d'une plateforme de promotion et de sortir de là. Puis peut-être que ça serait à terme véhiculer des messages positifs à travers ces réseaux. Ça sera peut-être même plus payant et plus intéressant, c'est-à-dire de valoriser des images de la femme, si on parle d'Instagram, justement, qui sont plus positives, qui ne sont pas trop stéréotypées, qui amènent une angoisse et du stress énorme chez les jeunes filles. Donc, si on peut modifier ce message-là, je pense que ça serait peut-être même plus intéressant que juste littéralement se retirer, mais ça, c'est une question d'opinion. Je n'ai pas d'études là-dedans. C'est pas mon univers pantoute, fait que j'ai aucune idée. Mais j'ai l'impression que si on pouvait, ces compagnies-là, ces publicitaires-là qui diffusent ces réseaux-là, pouvaient se réunir et justement changer la nature du message, peut-être qu'on arriverait à quelque chose et faire pression sur Facebook, justement, pour qu'il modifie son choix. Et c'est peut-être aussi une stratégie, justement, sur pression Facebook qui veulent que Facebook modifie son approche. En fait, il espère justement qu'au niveau des politiques de cueillette et de consommation de ces informations-là, les géants, les géants des réseaux sociaux adoptent une approche peut-être plus démocratique puis mieux encadrée, justement. Tu sais,
je ne sais pas comment fonctionne l'ensemble des algorithmes en arrière, mais est-ce qu'un compétiteur à Lush pourrait payer davantage pour récupérer puis atteindre la clientèle de Lush via certains réseaux sociaux par des algorithmes? La réponse est probablement oui. Puis ça devient en fait ça demeure de la concurrence. Une bonne concurrence fait de la bonne business. Mais quand la concurrence devient insidieuse, parce que là, on parle peut-être d'une entente qui passe sous le radar, là, ça devient un petit peu plus insidieux, c'est déloyal. Ouais, c'est l'aspect déloyal qui m'agace beaucoup, c'est que juste parce qu'on a un peu plus d'argent, on est capable de mieux cibler une clientèle et donc mieux cibler les publicités sur Facebook. N'est pas une approche qui, pour moi, donne le mérite à un produit ou une compagnie. C'est là, à mon sens, on triche les règles. Puis, tu sais, ça me surprendrait pas que ce type de manœuvre-là soit faite, justement, moyennant un beau chèque. Moyennant un beau chèque, là, un beau chèque de plus pour passer ses publicités, là. Facebook ne génère pas des milliards pour le fun, là. Il y a un modèle d'affaires en arrière qui génère des dollars, là. Mais ils sont là pour l'argent, là. C'est aussi un aspect très intéressant que les gens doivent savoir, c'est que Facebook ne sont pas là pour vos beaux yeux, ils sont là pour faire de l'argent. Et s'ils font de l'argent, c'est parce qu'ils vendent vos informations à des publicitaires. Donc, tout ce marché-là est étrange. J'espère que le geste de Lush va avoir des impacts, soit par la modification des algorithmes de Facebook, soit parce que d'autres compagnies vont avoir suivi, ou soit parce qu'on va décider, d'autres compagnies vont littéralement décider de changer le message vers un message positif, vers un message d'ouverture, ce qui, à l'heure actuelle, dans les réseaux sociaux, est tout à fait inexistant. On est beaucoup dans la fermeture, dans la haine, dans le mécontentement, la propagation de fausses nouvelles. Fait que si on pouvait justement se débarrasser un peu de ça vers quelque chose d'un peu plus positif. Puis avec le COVID, malheureusement, on l'a vu davantage, cette énergie négative qui est propagée par les gens, cette fausse nouvelle propagée par des gens intéressés par ce genre de choses-là. Et il ne faut pas se cacher que les Russes et les Chinois s'intéressent beaucoup à diffuser des fausses nouvelles. Et oui. On n'embarquera pas là-dedans. Faut faire attention à la nouvelle loi que la Chine a fait passer. Il ne faut pas les diffamer. Il faut faire attention. Ouais, bon. De toute façon, à l'heure actuelle, on oublie, je ne peux pas aller dans aucun pays sympathisant de la Chine parce que je pense que je vais me faire incarcérer tout de suite. Justement parce que les énoncés que je fais sont un peu trop libres par rapport à ce que la Chine aimerait en termes de liberté d'opinion. Ouais. Cessons-là avant de se mettre encore plus le pied dans le sable de mouvement. Nouvelle suivante, Zero Trust, une nouvelle que j'affectionne beaucoup parce que j'aime vraiment beaucoup le Zero Trust parce que en 2007, je l'avais déjà lu puis c'est depuis ça là que ça mûrit dans ma tête. Les Américains sont en train d'instaurer beaucoup de structures par rapport au Zero Trust. Biden a mis un décret exécutif. En ce sens-là, l'organisme de 6 ans américain est en train de développer des structures, des documentations et des éléments connexes. Fait que d'un document purement théorique qui a été pondu en 2007, qui a mis les bases de ce qu'on a maintenant, on est littéralement en opérationnalisation et en opérationnalisation rapide parce que autant on refusait, on n'avançait pas, que le gouvernement américain, par l'exécutif, a forcé cette adoption-là rapide. Et de cette adoption-là, vont produire beaucoup de documentation. Puis ça, c'est ce qui est merveilleux avec les Américains pour ce genre de secteur-là, c'est qu'ils rendent public ce qu'ils mettent en œuvre. Donc, on est capable d'avoir des templates, des structures, des documents qui nous aident à cheminer sur ces éléments-là. Donc, entre autres, un élément de maturité pour le Zero Trust. Au niveau de maturité, on a atteint l'intégration dans le NIST SP 800-53, qui est une espèce de catalogue de contrôles qui est utilisé, qui vont faire des liens avec le Zero Trust. Donc, tout ce travail-là qui est fait est, tant qu'à moi, énorme et sert tout le monde parce que maintenant, on va avoir une base de connaissances. Une base de connaissances pas juste théorique qui dit « Ah, l'infonuagique le fait ». Maintenant, on va avoir quelque chose dans les mains avec des documents clairs qui vont nous aider à la mise en œuvre du Zero Trust, qui ne sont plus juste des documents qu'on a écrits rapidement. Puis là, c'est beau, c'est magique. On a un petit cocktail avec d'autres vice-présidents. Puis on va dire, ah oui, nous autres, on est Zero Trust.
Là, on est vraiment dans une structure d'application réelle, puis j'ai hâte de voir comment les différents éléments, comment le gouvernement américain va descendre ça, mais c'est ultra intéressant, c'est de l'action enfin de ce niveau-là, fait qu'on a quelques mois encore, mais j'ai bien l'impression qu'on va avoir des documents très tangibles et très cohérents face à ce genre de choses qui vont nous aider à cheminer et aller vers un futur un peu plus sécuritaire. Bon, ben écoute, je vais te faire une proposition. Faisons la promotion de ce qui va être déposé dans les prochains mois, les prochains podcasts. On tiendra nos interlocuteurs à jour. Assurément. J'aime le Zero Trust. Je suis en amour avec le Zero Trust. Parce qu'effectivement, écoutez, c'est un mécanisme... Non, c'est pas vrai. Ça semble être le mécanisme le plus badass présentement là, en termes en termes de mécanismes de sécurité, première ligne de défense pour l'accès, l'authentification, etc. Écoute, petite question. Est-ce que ça s'applique à toutes les sauces? Ce que je veux dire par là, des humains qui s'authentifient manuellement, des comptes de services qui cherchent à démarrer des routines, donc doivent s'authentifier, des API ou des boîtes télécom qui cherchent... OK. Tout, c'était vraiment une structure où tu obliges l'authentification de toutes les transactions. Fait que, essentiellement, pour le prendre autrement, parce que tu parles de compte, mais c'est vraiment chaque transaction est authentifiée. Donc, que ce soit un compte de service ou un humain qui fait une transaction, cette transaction-là est nécessairement authentifiée. Fait que tu as comme une structure qui est associée avec le chemin d'authentification. Là, tu t'assures que c'est la bonne personne. Puis donc, OK, c'est plus granulaire que l'authentification classique qu'on voit être notre utilisateur mot de passe. C'est des transactions générées, que ce soit automatisé ou manuel. C'est que chaque transaction est autorisée. Fait qu'il y a comme un principe qu'on va par transaction. Okay. Là, ça, c'est la façon de le voir de l'autre côté. Sinon, si on est plus classique, c'est que chaque composant d'un réseau doit être autorisé à exécuter ce qu'il a exécuté. Fait qu'on est comme dans une notion de réseau, mais ça donne vraiment une notion de transaction parce que c'est vraiment la façon la plus simple de le représenter. Puis en tout cas, de découler dans le restant. Chaque transaction, donc chaque lien réseau, chaque appel API, chaque email, chaque whatever ce qu'on fait est authentifié et autorisé à chaque fois. C'est-tu là où je vois un risque quand les gens vont commencer à opérationnaliser ça? Il y a des systèmes, des machines, des services, des boîtes, des API, peu importe, qui sont beaucoup plus bavards que ce que l'on croit. Ce qui me laisse penser que il y a peut-être beaucoup d'opérations bavardes dont on ne soupçonne pas, qui risquent de ne plus être autorisées, justement, qui pourraient juste... c'est toute la difficulté. C'est pour ça que les entreprises n'adoptent pas rapidement le Zero Trust, parce que les changements dans le design sont majeurs. Et c'est parce que pendant très longtemps, on a établi nos systèmes sur des présomptions de confiance. Donc, en Zero Trust, ces présomptions de confiance-là n'existent plus. Donc, tout doit être authentifié à tout moment et doit être autorisé. Donc, on vient vraiment modifier. Avec le fait d'être bavard, comme tu mentionnes, c'est juste parce qu'on fait une confiance implicite. Ouais. Fait que les choses se fonctionnent. Fait que là, d'aller dans le système inverse va nécessairement briser le fonctionnement. C'est pour ça que les entreprises sont pas très enclines à aller dans ce sens-là. Le fait d'avoir un décret du gouvernement américain va forcer minimalement l'appareil gouvernemental américain à aller vers là. Là, il parlait de plusieurs documents d'encadrement qui vont aider justement les différents organismes américains de se conformer à ce genre de choses-là. Ils ne sont pas nécessairement rapides à se conformer, mais au moins, ils vont avoir la documentation qui va être générée, fait que ça va pouvoir permettre aux entreprises, aux contracteurs de ces ministères-là de se conformer. Donc, tranquillement, ça va descendre et tout le monde va commencer à adopter tranquillement ce genre de choses-là. Et ne pas juste en parler dans les cocktails, vont en parler de façon réelle dans la salle des serveurs, en buvant un café. On va parler de Zero Trust et pas juste avec un petit martini avec une olive. 3 olives. Pepper Potts, elle veut 3 olives dans son cocktail. Hey, là, autre élément par extension
d'une telle opération, d'une telle mise en œuvre, justement, d'un modèle Zero Trust. Oracle, qui est très répandu, SAP. J'imagine que les constructeurs vont devoir éventuellement faire des refontes ou des mises à jour de le moteur de BD pour justement que ça soit conforme, pour pas justement que le Zero Trust vienne rendre non disponible certaines fonctionnalités pour lesquelles le constructeur met en place, mais que l'utilisateur n'a pas accès. Je parle de bavard, là. Ouais, les systèmes sont bavards par défaut, des fois plus qu'on pense. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de constructeurs majeurs qui vont devoir... La plupart des constructeurs ont déjà fait le saut, puis déjà depuis plusieurs années, d'une forme ou d'une autre. Là, tu parlais d'Oracle. Pour avoir eu des mandats avec Oracle il y a quand même très longtemps, oui, eux ils ont déjà les fonctions disponibles pour faire du Zero Trust, mais ça, on parle d'il y a au moins une dizaine d'années que c'était disponible. Par contre, est-ce que les entreprises qui développent avec ces outils sont prêts à faire ce saut-là? Moins sûr, mais les outils sont disponibles. Dans le cas de Oracle, pour les vieux de la vieille, VPD était une structure qui était justement pour créer une forme de cloisonnement à même les tables Oracle pour faire ce genre de choses-là. Fait que oui, Oracle est capable. Oui, maintenant Microsoft est capable. Peut-être pas sur les équipements qu'on a sur site, mais du moins en info nuagique sont capables. Puis Amazon le sont aussi dans leur structure info nuagique. Dans nos vieux systèmes sur site, il y a peut-être certaines difficultés. Je sais que Cisco a développer certains éléments justement pour mettre ça en œuvre. De plus en plus sont en train de se faire au niveau de la réseautique. Les systèmes GIA le sont de plus en plus. Mais il demeure, c'est pas parce que les outils sont disponibles que les gens les utilisent. Les outils d'Oracle, les bases de données d'Oracle, pour les avoir vus à plusieurs endroits, sont, à mon sens, utilisés à peut-être 20% de leur capacité. C'est très malheureux parce que les outils d'Oracle sont ultra puissants au niveau des bases de données, ultra puissants au niveau de l'applicatif et les gens n'utilisent pratiquement rien. C'est là le problème, à mon sens. OK, ça veut dire que ça va faire un paquet de monde qui vont devoir faire beaucoup d'ajustements. Écoute, je pense à l'info nuagique. Mm-hmm. Ça veut dire que l'info nuagique, là, les cloisonnements intercompagnies, parce que Amazon doit avoir des milliers de clients, etc. Ça veut dire qu'on va venir raffermir encore plus, même si notre barrière empêche l'autre de rentrer. Là, ça va être encore plus sévère. Mais en info nuagique, c'est déjà là. Bon. Ça, il faut le comprendre. Puis justement, c'est la base même du fonctionnement en info nuagique, le fait qu'on est sur des serveurs mutualisés, mais qu'on ne voit pas les données de l'autre. C'est une certaine forme de vision de Zero Trust qui est en place. Ça, c'est déjà là. Il y a eu quelques petits ratés. Là. Malheureusement, Microsoft a connu dans les derniers mois quelques ratés. Amazon a connu les mêmes ratés il y a plus longtemps. C'est juste une question de maturité dans le milieu. Mais en général, ça fonctionne assez bien, cette structure-là. C'est sur site qu'on a de la misère parce qu'on a pris avec des vieilles habitudes. On a des développeurs d'une autre époque qui prennent des raccourcis d'une autre époque. On a des gens TI d'une autre époque qui prennent des raccourcis d'une autre époque. Donc, ces gens-là sont plus problématiques à l'adoption de cette nouvelle technologie-là. Et au bout du compte, c'est retour sur les bancs d'école. Il faut réapprendre comment les choses fonctionnent. On va-tu pouvoir faire des backups encore? Des backups. Hey, ça se peut qu'on puisse faire des backups, mais là, je suis pas sûr là, comment les backups vont fonctionner. C'est-tu des backups Zero Trust? Ça sera à voir. C'est un inside avec Nico sur les backups. Il devrait y avoir une fonction Zero Trust backup égale nul. Mais de toute façon, au niveau des backups, on va revenir sur le volet continuité des affaires. On va essayer d'enregistrer un épisode spécial à ce sujet-là. On l'a déjà promis. On réitère la promesse. On va essayer de l'exécuter jusqu'au bout. Mais effectivement, est-ce que les backups sont dans cette sphère-là? C'est à réévaluer. Il y a beaucoup de choses à réévaluer. Fait que c'est pas simple. Pour retourner ces bancs d'école, il faut remaîtriser cette technologie-là. J'imagine que ça va se répandre. Le fait que le gouvernement américain le fasse, ça va se répandre dans les compagnies. Donc, se répandre tranquillement dans la conscience collective.
J'espère que les gouvernements canadiens et québécois vont suivre cette tendance-là, donc de forcer les fournisseurs à leur donner des solutions qui sont alignées avec ça. J'en vois déjà un peu dans ce que je vois, mais c'est plus du marketing que du réel. Fait que, bon, on verra bien. Là, moi, ce que j'en comprends là-dedans, là, quand tu te situes au niveau de chaque transaction, ça veut dire que là, tu vas vraiment venir limiter le champ d'action de peu importe le virus, le trojan, le pirate. En fait, tu viens briser le rêve de ces pauvres pirates-là. Là. Oui. Parce que un virus devient une transaction non autorisée. C'est ça. C'est sûr que nos charmants pirates vont trouver les différentes failles. Puis au fur et à mesure, tant mieux, on les corrige. Elles se feront corriger. Mais d'un point de vue d'un attaquant externe, par exemple, moi, je vois justement une grosse limitation puis diminution de vol de secrets, justement, par des portes dérobées ou des... Tout à fait. Même un vol d'authentifiant pourrait venir, justement, en plus de ça, devenir... tu t'es fait voler ton identifiant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas faire quoi que ce soit de l'externe, ça devient des transactions non autorisées. Là. En plein ça, puis la meilleure défense contre les rançons logicielles, c'est Zero Trust. Même dans sa formule la plus basique et la plus primaire, la meilleure défense contre les rançons logicielles, c'est Zero Trust. Fait qu'au lieu de dépenser des fortunes dans des antivirus de dernière génération ou d'autres structures de cette nature-là, juste un redesign de type Zero Trust va nous amener à nous protéger contre ça. Puis là, tant qu'à ouvrir cette porte-là, j'aime bien citer l'exemple de RSA il y a quand même assez longtemps. Les personnes de RH avaient reçu une candidature avec un CV infecté. Le problème, c'est que les RH avaient accès à la voûte des seeds, des clés RSA. Donc, c'est un design très étrange pour une compagnie de sécurité par ailleurs. Mais cela étant, ce qui fait que bon, ça a l'air qu'on a eu une intervention des dieux qui nous a parlé. Ben, ça, il cherche, c'est Siri qui a intervenu sur les choses. Mais bref, pour une raison obscure, Vincent a toussé et il a invoqué Siri. Bon, bref, la vie est étrange. Cela étant dit, c'est que effectivement que les RH aient accès aux secrets commerciaux, aux documents très importants de la compagnie, et c'est un problème. Donc, ça l'avait soulevé cet état de fait-là à l'époque. Mais c'est encore actuel. Des RH ont encore accès à trop d'informations, par exemple. Le marketing a accès à trop d'informations. Fait qu'on devrait n'avoir qu'accès à ce qu'on a besoin. Donc, le Zero Trust est très important, un peu dans cette notion-là. Ce qui fait que si on soit un CV infecté par les RH, celui-ci ne doit pas permettre de pouvoir rentrer dans les bases de données corporatives et de voler de l'information. Donc, déjà là, il faut que les RH aient accès à de l'information qui est sensible, protégée, mais n'accèdent pas au restant de l'information protégée. Là. Non, écoute, je ne bâcherai pas marketing, RH, etc. Je me souviens effectivement de cette nouvelle-là, mais tu sais, ils reçoivent une candidature. C'est leur boulot de recevoir une candidature. Est-ce qu'ils vont avoir l'automatisme de se méfier en partant que c'est pas une bonne candidature? Peut-être pas. Peut-être pas. Ben, surtout, c'est ça, tu soulèves le point très important de tout ça. C'est leur job. Et j'ai vu dans beaucoup de cas où les gens ont ouvert des courriels malicieux. Et ils disent, ouais, non, mais d'un point de vue TI ou SI, on a tendance à gang de pas bon, là, il a ouvert le courriel, ça, il n'a pas fait attention. Non, ces gens-là, dans leur définition de tâche, doivent ouvrir tous les courriels qu'ils reçoivent. Ils doivent ouvrir toutes les pièces jointes qu'ils reçoivent. Ça fait partie de la description de job. Donc, de façon systémique, on a un problème qui n'est pas un problème que la personne est stupide. C'est juste parce que ça fait partie de sa job de faire ça. C'est qu'en amont, il n'y avait pas le mécanisme approprié pour détecter, analyser, mettre en quarantaine aux besoins ou laisser passer le courriel, tout simplement. Mais effectivement, on parle de quoi ici? Gestion de risque. Puis, mécanisme pour réduire le risque à un niveau jugé acceptable, tout simplement. C'est en plein ça, parce que l'erreur qu'on fait, puis les gens en sécurité ont tendance à être
très désagréable avec les autres humains, c'est que la réalité, c'est que les autres ont une job à faire. Et si sa job, ça exige d'ouvrir tous les courriels et d'ouvrir tous les fichiers joints au courriel, bien, la personne va le faire. Donc, c'est plus sur les TI ou les SI de mettre en œuvre des systèmes qui fait que le courriel malicieux ne se rende pas jusque dans la boîte de la dite personne ou que si elle l'ouvre, elle ne se tire pas dans le pied. C'est pas à la personne d'être capable d'analyser parce qu'on lui a donné comme job de faire ça. Donc, à ce moment-là, si on n'est pas capable de préparer la personne à ce genre de choses-là, ou la prémunir de ce genre de choses-là, bien, le problème est sur nous en termes de TI ou en termes de SI d'appliquer les bonnes mesures parce qu'on ne peut pas demander à quiconque. Puis l'autre exemple face à ça, il y a eu des tests qui ont été faits sur des gens en SI, en sécurité, et on a envoyé des spams ultra bien faits et ils sont tous tombés dans le piège. On est tous des humains. Donc, de dire que le problème, c'est les humains, c'est une mauvaise façon d'approcher le problème. Et ces gens-là qui doivent ouvrir, même si dans certains cas, j'ai vu des personnes qui ont ouvert 8 fois des courriels malicieux, puis tu fais comme, ah, fuck, la personne est comme, elle a vraiment pas compris le message. Mais la réalité, c'est pas que la personne n'a pas bien compris le message, c'est juste parce que j'ai dit fuck, puis ça m'emmerdait parce que ça m'a créé beaucoup de travail, le fait qu'elle fasse ce genre de choses-là, lesquelles on a dû travailler, puis on a réglé le problème en amont, fait qu'on en recevait moins après. Mais il reste qu'elle a ouvert 8 fois des courriels malicieux. J'aime bien ton rire. Fait que là, tu fais comme, ah, fuck, pourquoi? Mais en même temps, c'est pas de sa faute parce que c'est sa job, elle. Ben, c'est ça, faut que tu te décolles le nez de l'arbre à un moment donné. Tu te dis, coudonc, cette personne-là, es-tu niaiseuse? Ah, mais attends un petit peu, c'est quoi sa description de tâche? Recevoir des candidatures, les analyser. Quel canal ils ont utilisé? Ah, notre système externe d'envoi de candidature. OK. Ah, OK. C'est peut-être là qu'on devrait installer un mécanisme parce qu'on a une pénétration de fichiers dans notre infrastructure à partir de là. Fait que petite personne des SI, comme tu dis, là, à un moment donné, décolle ton nez de l'arbre, là, puis fais ton analyse de risque comme du monde. Là. Ben c'est ça, règle le problème en amont avant de le régler. Bon, bref. Le Zero Trust va nous aider là-dedans. On a encore ça. On va peut-être en reparler. C'est sûr qu'on va en reparler parce que c'est un système, c'est une approche que j'adore. C'est sûr, on va en parler. On va suivre, comme tu mentionnais, on va suivre spécifiquement ce que le gouvernement américain va avancer là-dedans. C'est la deuxième ou troisième fois que j'en parle, comment le gouvernement américain aborde ça. Fait qu'on va continuer là-dedans. Et on va terminer avec la dernière nouvelle, qui est la tienne, qui est des fichiers MSI qui nous servent énormément sous Windows d'installer des logiciels. Sous Linux, parfois peuvent avoir des effets néfastes. Oui, ben écoutez, vous avez Explorer.exe a son équivalent sur un système Linux. Écoutez, le petit expert en sécurité a décidé de faire un test. Il a créé un fichier MSI. Et puis, dans le fichier MSI, il a intégré différents fichiers, dont justement un document texte facilement, qui est lisible par à peu près toutes les plateformes connues et inconnues à ce jour, dont Linux et Windows. Dedans, il a inséré un code VBScript. Ce qu'il a fait, c'est fort intéressant. Il a copié son fichier MSI sur une plateforme Linux. L'explorateur de Linux, son équivalent, dans ce cas-ci, c'est le GNOME exe Thumbnailer. Donc, un exécutant, un service qui, lorsqu'on va ouvrir un répertoire dans la version graphique de Linux, va repérer les différents fichiers et va faire une association, justement, d'icônes. Donc, va aller lire une portion de ce fichier-là pour détecter s'il y a un logiciel qui est associé pour l'exécuter, l'ouvrir, le consulter. Puis, dans ce cas-ci, il s'est rendu compte que cet exécutable-là est allé lire dans le fichier texte parmi les autres fichiers, a récupéré du code VBScript malicieux et malheureusement, en pensant extraire peut-être l'icône pour associer l'application, a exécuté le VBScript sur Linux, ce qui a fait du caca. Alors, tout ça sans exécuter rien, juste en copiant un fichier qui était un fichier MSI, un bon vieux fichier exécutable de Windows, mais qui contenait justement du code malicieux
Et le GNOME exe thumbnailer ne s'est jamais méfié et puis le code malicieux s'est exécuté sur la machine Linux et a causé des dommages. En fait, c'est un laboratoire qui a fait. Donc, c'est une personne qui faisait un test, mais il a réussi à démontrer qu'il y aurait possibilité, avec ce type de fichier-là infecté, de faire des dommages dans un environnement Linux. C'est drôle que sur Linux, on soit capable d'exécuter automatiquement des VBS comme ça. Déjà là, ça me surprend énormément. Surtout sur la philosophie du fonctionnement de Linux. Je pense que dans la quête de facilité d'utilisation qu'on a, on oublie souvent qu'il y a des précautions de base qui doivent être mises en place. Je pense qu'on oublie le fonctionnement normal de l'humain, parce que l'humain, on fait confiance très facilement. Ça, c'est une chose. C'est une faiblesse pour certains. Par contre, on a quand même des mécanismes qui nous aident à repérer des gens qui sont louches, des attitudes qui sont louches ou des fonctionnements qui sont louches. Fait que de toute apparence, les gens qui conçoivent ces systèmes-là n'ont pas de détecteur naturel pour le loucheness. Ce qui fait que, tu sais, quand on voit quelqu'un de louche qui se dirige vers nous, mais tu sais, on a comme dans nous, on a une réaction spontanée, naturelle qui fait comme, oh, ce dude-là ou cette dudette-là n'est pas tout à fait légitime, puis je sais pas ce qu'elle me veut. Fait que, tu sais, on a toujours cette attitude-là en tant qu'humain pour se protéger en tant qu'individu. Et de toute apparence, on oublie de coder ou de mettre en place ce genre de choses-là dans les systèmes. Et là, je trouve ça qu'un système Linux a oublié cette façon. C'est tellement de base comme attaque, là, en plus. C'est tellement basique, là. Je veux dire, come on, là. Pourquoi vous n'avez pas... Pourquoi? En 2021, pourquoi vous avez encore échappé des affaires comme ça, là? C'est des vieilles affaires, là. Ben, écoute, comme tu dis, mais il a divulgué, ils ont corrigé, donc il y a un CVE qui a été créé, il y a un correctif qui a été produit, que les gens peuvent installer. Mais tu sais, mais je ne remets pas en question le fait de la divulgation responsable, la correction, mais c'est juste. T'as raison. Pourquoi la base? Non, t'as raison. Il y a une petite erreur de débutant ou je sais pas, moi, peut-être que dans toutes les nouvelles caractéristiques qui sont développées pour Linux, ils ont oublié peut-être des éléments. Ça a été fait par un stagiaire. Mais ça, je vais citer parce que j'avais enregistré l'épisode avec Azuscape, avec Frank. Puis justement, Azuscape, le problème, c'est juste qu'il y avait comme échoué sur une affaire qui était ultra de base. C'est Microsoft qui investit des milliards en sécurité. On oublie un élément de base de vérification. Fait que là, la conclusion à ça, c'est ils ont peut-être donné le travail à un stagiaire qui fait là, puis fait que ça leur tentait pas vraiment. Ils l'ont fait, puis ils ont donné ça à un stagiaire. Fait que ça se peut qu'il n'ait pas passé par les mêmes niveaux de qualité qu'on pourrait s'attendre des processus normaux. Ou, souviens-toi du fantastique spooler de Microsoft. Fonctionnalité qui existe depuis une centaine d'années. C'est peut-être une fonctionnalité qu'ils ont soutenue, maintenue, mis aux oubliettes parce que ça marche, mais quelqu'un a dit, t'as un peu, là. T'as un petit peu. Puis qui a dit. J'ai roulé des yeux quand. Du calice. Hein? Là, j'ai oublié de taguer l'épisode 1, là, mais calice que ce genre de niaiserie-là. Ah oui, c'est le maintien ad vitam aeternam de fonctionnalités qu'on met tout le temps sur la voie d'accotement au lieu de faire évoluer. Peut-être que celui-là, c'était le même scénario, là. Une belle petite fonctionnalité qu'on juge inoffensive, tout simplement. Puis quelqu'un a mais qui est actif. C'est ça le hic. Le défi, c'est de réussir à copier un tel fichier dans un répertoire sur un Linux et que quelqu'un, par ingénierie sociale, rouvre le répertoire. Parce que le fait de l'ouvrir... je vais reprendre l'exemple de la madame qui va 8 fois l'école malicieuse. C'est pas si difficile que ça. C'est ça. Donc, la probabilité que l'attaque réussisse, mais encore là, il y a du 100% là-dedans, là, parce que du moment que le fichier est copié puis qu'on réussit à faire ouvrir ou qu'un clown l'ouvre par inadvertance ou pour toutes sortes de raisons, puis là, on parle de serveur Linux. C'est pas obligé d'être un serveur Linux, ça peut être un workstation Linux, ça peut être n'importe quoi Linux,
ou à la limite, ça peut même être une interface Linux. Encore là, il faudrait quasiment poser la question. Si son interface Linux a les fonctionnalités pour ouvrir des répertoires Windows, est-ce qu'on aurait le même résultat aussi? Oui. Ben, probablement. C'est pas indiqué ici, mais probablement qu'avec Samba, etc., et vice-versa, ouvrir un répertoire Windows à partir d'une console Linux pourrait venir infecter justement le Linux. Là. Et à force de réfléchir à cette affaire-là, parce qu'on en a parlé un peu après chaud, là, je suis en train de voir la quantité de dommages et la capacité qui est associée à ça. Là, c'est juste infini. Là, tu parlais de Samba, c'est une chose, parce que généralement, les serveurs, on va prendre un contexte entreprise normal, les serveurs Linux existent, mais ils n'existent pas en vase clos, fait qu'ils vont se connecter à l'infrastructure Windows, ils vont aller Samba, ils vont s'authentifier. Les administrateurs Linux, puis peu importe la variante, là, Linux, Unix, whatever, là, ont tendance à avoir certaines formes de raccourcis dans le fonctionnement, d'avoir des comptes locaux, d'avoir des choses qui se branchent et ne se branchent pas avec l'infrastructure commune. Non, c'est des Breaking Glass accounts. Entre autres. Donc, tout ça réuni fait que, ouais, non, je vois la portée de ce problème-là. Il est immense. Je trouve pas ça super cool. je vois le t'as l'image, là. T'as l'image, là. T'as une image pour un scénario, là. J'ai le scénario. Hein? J'ai un scénario de film, là. Et il fait mal. Il y a des explosions partout. Genre Transformers, ça explose partout. Tu sais. Non, j'ai un scénario qui est assez violent avec ça. Fait que, ouais, non, ça me décourage un peu. Ouais, mais écoute, c'est le genre de nouvelles qui permet à Microsoft de respirer un peu, que ça soit Azure, etc., de dire, bon, enfin, c'est Linux qui se fait avoir par une erreur de débutant, quelque chose qui n'a jamais été modifié. Oui, puis j'ai recité ce que je disais, c'est parce que Microsoft a vécu un mauvais moment l'automne passé où il y a une panoplie de vulnérabilités qui ont été sorties sur eux autres, dans Azure, entre autres. Et c'est comme... Le problème, c'est que c'est comme du sang avec des requins. Fait que là, ça a attiré tout le monde. Il y a eu un peu de sang. Tout le monde s'est garoché sur Microsoft et c'est vraiment too much attardé à leurs éléments. Là, c'est bien parce que l'attention est transférée. Là, c'est quelqu'un d'autre qui paye. Mais au moins, on n'a pas genre une concentration de problèmes sur une même plateforme. Mais ça revient que on a construit des ponts avec du bambou. Ah, on est bon là-dedans. Fait que, il y a un risque. Nos infrastructures sont fragiles. On en a encore pour plusieurs années à avoir des infrastructures fragiles parce qu'on a des mauvaises habitudes depuis trop longtemps. Puis, j'ai comme un down là, par rapport à ça. Là. Ça m'a comme fessé cette nouvelle-là finalement. Là. Non, mais je vais te remettre up. Écoute, là, Novell a une opportunité, là. Oh, Novell. Novell a une opportunité ici, là, de rebondir. Ça existe ça encore? Oui. Bon, ben, il y a une opportunité. On n'entend jamais parler, ou pratiquement jamais. C'est ça qui est fantastique. Mais Novell appartient à quelqu'un d'autre maintenant. Là, j'ai un blanc, je pense que c'est Micro quelque chose. Microfocus. Microfocus. Je pense que ça. Oui, je pense que Novell appartient. Suzy, Novell et appartient à Microfocus maintenant. Novell n'avait pas acheté à l'époque Color Draw. Je te parle de 20... C'est Corel Draw. Ouais, mais c'est Corel Draw qui avait acheté Novell à l'époque, c'est tout ça? Je me rappelle plus dans quel ordre ça s'était fait, mais Corel, ouais. Là, je te parle 98, 99. On va faire des recherches. Là, on fera pas ça live pendant le podcast, mais non. Ça me rappelle des souvenirs, ouais. Novell 3.12, Novell 14. Et shit, t'es loin, toi. Ben, c'était mes cours à l'Institut d'informatique de Québec. C'est sur du Novell. NT4 Workstation serveur commençait à rentrer là, à l'époque. Là. C'était NT4 Novell, t'étais loin. Je trahis mon âge, là. Oui. Nice. Et Corel, Corel, en plus, c'est une compagnie canadienne, Corel. Là. Ça avait été un super produit, puis finalement, ça avait tout. Comme beaucoup d'initiatives dans la région d'Ottawa finissent par disparaître, là. Comme Nortel. C'est pas Vancouver? Corel? Corel, c'était pas dans le coin d'Ottawa? Hey, dans mon souvenir, il y avait Corel,
Il y avait Acomba qui était dans ce dossier-là. Un avait racheté l'autre. Il y a Novell aussi dans le dossier. Écoute, sujet d'actualité intéressant, CorelDRAW qui a disparu. Ça existe encore, CorelDRAW. Mais qu'on n'entend jamais parler. Non, on n'en a plus parlé, mais il y a CorelDRAW 2021. Nice. Oui, là. Fait que finalement, on dit, on ne fait pas de recherche live, on en a fait une recherche live. Ça existe encore, Caroline. Mon Dieu. On n'arrête pas le progrès. Je pense que je vais faire un petit volet nostalgie, prochain podcast. Petit volet. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas justement des vulnérabilités qui ont été soulevées ou des failles, etc. On parle de quoi, là? Je vais laisser tomber à combat, là. Mais Novell, Corel. Je vais me prendre une petite note. CorelDRAW. Aïe, ça, c'est des souvenirs, là. Mais je l'ai déjà utilisé en plus, cette affaire-là de. Wow! Il faut vraiment, je trouve. Mais ça existe, puis c'est encore vivant. C'est bien drôle, ça. Fait que, tu sais, là, on est dans un. Je vais me mettre une petite note pour demain. Mais ça a été utilisé plus en Inde, entre autres. Ce qui est bref, un peu dommage pour une compagnie canadienne. Il a disparu comme ça. Et voilà, je fais ma petite recherche demain là-dessus. J'ai ça ici, mon petit reminder. Tiens, 10 minutes avant. Nice. Mais c'est ça, c'est parti complètement une autre époque. Là. Ah là là. Bon, effectivement, on en reparlera au prochain. CorelDRAW, ça existe depuis 89. Caroline. Wow. Bref, on lira de ces affaires-là plus tard. Ça complète essentiellement ce qu'on avait à discuter dans cet épisode-là. On va arrêter d'être nostalgique là. Fait que sur ce, bonne semaine. On va enregistrer très prochainement. Oui, bonne semaine à vous. Bonne semaine. Salut.